Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Great American Bash 2026 et donc pour être dans le show on a eu le NXT Championship match entre Tony D'Angelo et Naraku. Donc le point positif c'est le double livre ici, un exemple très propre de booking moderne autour d'un champion de transition solide mais installé, en l'occurrence Tony D'Angelo qui continue de construire ce règne sur une logique de contrôle émotionnel plutôt que sur une domination brute. Tony n'est pas présenté comme une force écrasante, mais comme un champion qui comprend parfaitement la gestion d'un match de titre, et c'est exactement ce qui fait la différence ici. Face à lui, Naraku est utilisé comme un véritable test physique et psychologique qui ne vient pas seulement lutter, il vient casser le rythme, imposer une violence constante, forcer Tony à sortir de son confort habituel, et c'est là que le match fonctionne très bien parce que chaque phase où Naraku prend le contrôle sont crédibles, intenses et surtout dangereuses. On sent que Tony peut être dépassé à tout moment, mais jamais sur une durée suffisante pour perdre totalement la main. C'est un point très important dans le storytelling. Un bon champion n'est pas celui qui domine, mais celui qui survit intelligemment aux phases critiques. Tony D'Angelo excelle exactement dans ce registre. Il ne panique jamais. Il ne s'effondre jamais sous la pression, il laisse Naraku construire son momentum, puis il casse ce momentum à un moment exact où cela devient critique. Ce timing est ce qui rend son règne crédible. Le finish avec Dead to Rights est aussi très important dans la lecture globale du match. Ce n'est pas une victoire opportuniste, ce n'est pas un vol, ce n'est pas une erreur adverse exploitée sans, c'est une exécution propre, nette, structurée, placée après une vraie phase de survie. Ce détail transforme totalement la perception du match. Tony D'Angelo ressort donc non seulement comme un champion qui a retenu son titre, mais comme un champion capable d'encaisser différents styles de lutte et de s'adapter sans jamais perdre son identité. Du point de note, le match suit une structure très classique et très lisible du produit NXT actuel, presque académique dans son déroulement narratif. On observe une construction en plusieurs phases très claires. Naraku démarre le match avec une intensité immédiate basée sur la vitesse, la pression physique et une volonté constante de casser le rythme du champion. Tony absorbe cette pression sans répondre immédiatement, ce qui donne l'impression que Naraku prend légèrement le dessus dans les premières minutes. Bref, ce schéma crée un match très équilibré dans sa lecture globale, mais aussi très précis dans sa structure. On comprend rapidement que Naraku est conçu comme un test de résistance pour le champion et non comme un véritable prétendant crédible au titre. Cela rend le match fluide, cohérent, efficace, mais limite légèrement l'impact émotionnel global, car les transitions des momentum restent assez mécaniques. Le principal problème du match, c'est le manque de véritable montée en tension dans la dernière partie. Naraku est présenté comme dangereux, mais jamais comme une menace capable de faire croire durable devant un changement de titre. Même ses meilleures séquences restent perçues comme temporaire, ce qui réduit fortement leur impact émotionnel. Il manque un vrai moment où Naraku aurait pu prendre un contrôle prolongé du match, forcer Tony à survivre dans une situation critique ou enchaîner plusieurs miracles consécutifs pour créer une vraie panique dans le public. Sans ce type de séquence, le match reste dans une zone sécurisée. On a un bon match de championnat propre, logique, bien structuré, mais jamais un match où le public ressent un vrai basculement possible du titre. C'est là que la différence se fait entre un bon match et un match mémorable. Donc Tony D'Angelo est toujours champion NXT et malheureusement, ou heureusement, c'est la continuité de son règne qui est bien structurée comme je vous l'ai dit, mais qui pose souci au niveau du booking de Naraku on n'a jamais cru qu'il allait gagner ce titre, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, donc prochain match pour le NXT Women's North American Championship, Zarya qui remettait sa ceinture en jeu contre Tatum Paxley. Ce match est un excellent exemple de construction de championne dans une logique de dominance contrôlée où Zarya est présentée comme une force physique majeure mais pas invincible, ce qui rend chaque séquence crédible et lisible. Zarya n'est pas bookée comme une championne écrasant totalement ses adversaires du début à la fin, mais comme une championne capable de survivre au moment de chaos et de terminer ses adversaires avec une efficacité brutale. Face à elle, Tatum Paxley apporte une énergie totalement différente basée sur l'instabilité émotionnelle, les changements de rythme imprévisibles et une volonté constante de casser la structure du match. Et c'est précisément ce contraste qui rend le match intéressant, parce qu'on n'est pas dans une opposition classique force contre force, et dans une opposition structurée contre chaos. Zarya construit, Paxley détruit le rythme
Une grande partie du match, le point le plus important du match reste la résistance de Paxley au premier F5. À cet instant précis, la structure du match change complètement. Il commence à croire à une possible surprise. On n'est pas dans un simple match de défense de titre. On entre dans une zone de doute réel. Même les arrières répondent immédiatement avec un deuxième F1 beaucoup plus violent, beaucoup plus définitif, qui referme complètement la fenêtre narrative. Ce choix de booking est très important car il permet à Zarya de ressortir non seulement comme championne dominante, mais surtout comme... On passe à la suite. Le point neutre, c'est le match qui suit une structure très typique du produit féminin avec construction en escalier parfaitement identifiable. Zarya commence par imposer une domination physique claire dès les premières minutes, mettant sa puissance pour contrôler les échanges. Tatum Paxley réagit ensuite avec des phases plus rapides et imprévisibles, basées sur l'opportunisme et la rupture de rythme. Ensuite, le match entre dans une phase intermédiaire où Paxley parvient à créer des petites ouvertures sans jamais prendre un contrôle total durable, puis arrive la séquence de faux espoir où Paxley semble pouvoir renverser après avoir résisté à la pression initiale. Enfin, la structure avec la phase sur l'accumulation définie et la résistance du challenger. Cette structure est extrêmement efficace dans un cadre NXT, mais elle reste aussi très prévisible pour un spectateur habitué au format. On peut anticiper les moments clés du match assez facilement dès les premières minutes, ce qui réduit légèrement la surprise globale. Point négatif, le principal défaut du match, c'est que Tatum Paxley n'est jamais construite comme une menace capable de dominer une phase longue du match. Elle reste dangereuse par séquence, mais jamais dominante sur une période prolongée. Cela donne une impression où ses offensives sont davantage des interruptions dans le contrôle de Zarya plutôt que de véritables basculements des momentum. Résultat, le match manque d'un vrai moment où le public pourrait croire de manière prolongée un changement de titre. Même les near falls ne dépassent jamais totalement le cadre du moment de tension temporaire. Cela limite légèrement l'impact émotionnel global du match qui reste solide mais pas transcendant. C'est vrai qu'après le premier F5, Tatum Paxley aurait pu ne pas se relever et justement démontrer tout simplement aux gens ce qu'elle avait dans le ventre, ce qu'elle pouvait nous démontrer, et ça n'a pas suffi du tout. Du coup, Zarya est toujours championne d'Amérique du Nord et c'est une très très bonne chose, mais ouais, une Tatum Paxley qui est pas assez mise en valeur, je trouve, ces derniers temps, même si ça pourrait être le cas. Enfin bref, passons à la suite. Le troisième match oppose Tristan Angel à Shiloh Hill. La duo utilise ici un match de transition parfaitement calibré pour continuer à construire Shiloh Hill comme une valeur montante crédible dans l'écosystème NXT. Ce type de match n'est pas conçu pour être un main event ou un moment de rupture narrative, mais pour installer progressivement une entité de catcheur capable de survivre à différents styles. Et dans ce registre, Shiloh Hill est très bien mis en avant. Face à lui, Tristan Angel joue un rôle essentiel dans la structure du match, celui du catcheur explosif, rapide et aérien qui impose un rythme élevé et oblige son adversaire à s'adapter constamment. Pendant une grande partie du match, Angel contrôle la vitesse, enchaîne les attaques aériennes et tente de casser la stabilité de Shiloh, mais c'est justement que Shiloh, parce qu'il n'essaye jamais de rentrer dans une guerre de vitesse, il l'absorbe, il encaisse, il ralentit le rythme et surtout il reste toujours dans le match même quand il semble dépasser. Le plus point fort du match, c'est cette impression que Shiloh n'est jamais hors du combat, même lorsqu'il subit. Il ne domine pas forcément, mais il ne disparaît jamais du storytelling, et dans une logique de construction, c'est très important. Le finish avec le neck de retard depuis le camp est parfaitement particulièrement efficace car il donne une sensation de brutalité nette et de conclusion claire. Shiloh ne gagne pas sur un coup de chance, il gagne en survivant une tempête et en capitalisant sur une erreur critique. Le match suit de mid-card NXT. Tristan démarre fort avec un contrôle basé sur la vitesse et les enchaînements aériens. Shiloh Hill subit mais reste stable dans sa défense sans jamais être complètement dépassé. Ensuite, le match alterne entre phase rapide d'Angels et moment de récupération de Shiloh. On observe une construction assez linéaire où chaque phase sert surtout à préparer la suivante sans réelle rupture narrative. Les transitions vers le final est logique mais très fluide, presque mécanique dans son exécution. On comprend rapidement que le match est construit pour mettre en avant la résilience de Shiloh plutôt que pour créer un suspense autour du résultat. Ça, c'est pas faux et c'est bien de l'avoir notifié dans les points neutres. Le point négatif reste que
Le principal problème du match, c'est l'absence totale de véritable montée en intensité émotionnelle. À aucun moment, le public ne ressent un changement de niveau dramatique. Les phases d'Angers sont spectaculaires mais trop isolées. Les phases de Shiloh sont solides mais trop défensives. Du coup, le match reste dans une zone stable sans vraie escalade narrative. Il manque un moment où Angels aurait pu prendre un contrôle prolongé, où Shiloh aurait pu être réellement en danger critique pendant plusieurs minutes. Sans ça, le match reste correct mais très oubliable dans une carte globale. Je suis complètement d'accord là-dessus et c'est même la meilleure des choses à faire, c'est de se dire que c'est narrativement parlant pas hyper bien construit, étant donné que Tristan Angels vient d'arriver. Ils auraient pu le faire gagner, mais là, ils font gagner la Chico Shiloh Hill, donc c'est à voir par la suite ce qui va se passer. Et c'est vraiment intéressant ce qu'ils nous font avec Shiloh Hill, et c'est la meilleure des choses. Passons au prochain. Le quatrième match, donc Rent Sinclair qui remettait son petit split en jeu contre Ariana Grace. Franchement, là, on a eu le match a été construit comme une démonstration de réactivité et d'adaptation rapide, parfaitement alignée avec l'identité du Split Championship. Rent Sinclair est mise en avant comme une championne intelligente, capable de lire immédiatement les intentions de son adversaire et de retourner des situations d'avantage en quelques secondes. Ça, c'est vrai, Ariana Grace joue parfaitement son rôle de challenger opportuniste, cherchant constamment à casser le rythme et à profiter du moindre déséquilibre. Ça, c'est la vérité. Aussi, le match fonctionne très bien car il repose sur une musique simple, mais chaque erreur se paye immédiatement. L'intervention de Charlie Dempsey ajoute une couche de chaos contrôlé qui met Rent sous pression, mais sans jamais la sortir totalement de son match. Le point fort reste la capacité de Rent à transformer cette pression en avantage direct avec sa finale range, montrant une championne capable de résister lucide même dans un environnement instable. Le match suit une structure très rapide et très directe comme attendu pour un titre speed. Ariana tente d'imposer du chaos dès le début. Brent répond avec des ajustements immédiats. Les interventions extérieures perturbent brièvement le rythme. Puis Brent reprend le contrôle et conclut rapidement. C'est un format efficace mais extrêmement linéaire. Il n'y a pas de vraie construction lente ou de storytelling profond. Tout est basé sur des réactions immédiates et des ajustements rapides. Le point négatif, c'est le principal problème du match est lié à sa propre stipulation. Le format speed limite forcément la construction émotionnelle. Même les moments de tension sont très courts et ne permettent pas une vraie montée dramatique. L'intervention d'MC ajoute du chaos et réduit aussi la pureté du concept basé sur la vitesse pure et la réactivité individuelle. Résultat, match efficace mais très limité en impact narratif long terme. Ça, c'est vrai, mais sur le long terme, je suis pas sûr qu'on est sur du long terme sur le titre justement de Brent Sinclair, donc le titre speed, je pense pas qu'il soit sur le long terme personnellement. Donc maintenant, savoir s'ils vont faire un truc long ou un truc court, mais personnellement je pense que c'est plus du court terme que du long terme. Mais c'était un match vraiment intéressant. On a pensé à certains moments sérieusement que Ariana Grace, moi le premier, j'ai pensé qu'elle remporterait le titre. Enfin, généralement elle n'y est pas parvenue, mais elle a quand même remporté le tournoi pour devenir challenger. C'est déjà pas mal. Est-ce que comment ils vont la reconstruire maintenant? Faudra voir dans les prochaines semaines. Et Brent Sinclair, elle est déjà heureuse d'avoir gardé son titre, mais quand vous allez savoir le reste du show, en tout cas le stade du main event, elle le sera encore plus. En tout cas, c'est très très bien que Brent Sinclair soit votre toujours champion speed, parce que tout simplement, elle mérite ce titre. Elle a été blessée et absente pendant un long moment, d'où le fait qu'elle joue pas trop sa ceinture, et c'était peut-être un mal pour un bien. Mais il y a quand même c'est que je trouve que Brent Sinclair pourrait être mise en difficulté par d'autres adversaires. Passons à la suite. Bref, Shiloh Hill, non, Sagwan Sugars, contre John Lenac. La lui utilise ce match principalement pour continuer à construire Sagwan Sugars comme une future présence crédible dans la division NXT. Le match est structuré autour d'une logique simple, montrer la capacité de Sugar à exploser au bon moment, même sans domination prolongée. John Lennox apporte une opposition physique solide basée sur la puissance et le contrôle du tempo de cette rencontre. Pendant une grande partie du match, Lennox impose son rythme et force Sugar à réagir constamment, mais la vraie valeur de Sugar réside dans sa capacité à survivre et à retourner une situation rapidement. Le finish sur le splash final est simple mais efficace car il donne une impression de
décision rapide et brutale, mais c'est vraiment Savon Sugars qui a été pris pour on va dire un petit peu un bébête, et du coup c'est la bonne décision que de l'avoir fait gagner. Donc ça va voir maintenant par la suite ce qu'ils vont nous faire, mais je trouve ça quand même très très intelligent qu'il ait fait gagner, surtout que ça a été une bataille et une sacrée guerre entre les deux, que la rivalité est loin d'être terminée, je pense, et que le match il a suivi une structure très classique où le Nox a dominé physiquement et Sugars a subi et observé pendant un très très long moment avant que le Nox tente de conclure trop tôt. Sugars profite d'une ouverture et il a une fin rapide sur un impact aérien. C'est un match très fonctionnel, pensé pour installer une anarchie plus que pour raconter une histoire complète. Les points négatifs restent le principal problème et l'absence de véritable montée en tension progressive. Le match reste dans un schéma assez plat émotionnellement. Il manque un moment où Sugars aurait pu être en danger plongé, où Lennox aurait pu imposer une domination plus écrasante. Sans ça, le match reste correct mais très oubliable dans le contexte global du show. C'est vrai qu'il aurait pu être mieux booké, mieux construit, qu'il serait peut-être moins oubliable, mais je pense que c'est le premier affrontement entre les deux, qu'il y en aura d'autres, et que finalement la victoire de Sagwan est la meilleure chose, la meilleure décision peut-être qu'ait pris NXT ces derniers temps, quoi. Ils sont en train de le construire petit à petit, de le mettre en avant, en valeur, et ils font bien de le faire, quoi. C'est la meilleure des choses de faire ça ainsi, mais peut-être que Sagwan va survivre. On verra bien en tout cas ce qui va se passer, ce qui va se dérouler. Et la meilleure des choses, bah, après, c'est que Sagwan va se faire démolir après le match. Donc, John Lennox, Cutler James et Osiris Griffin qui sont revenus et qui ont feinté une blessure au bras vont le retenir et ils vont frapper sa blessure avec un kendo stick, et John Lennox va se faire démolir. D'où le fait que je vous dis que la réalité est loin d'être terminée, c'est que le Dark State a encore fait une powerbomb sur John Lennox pour se débarrasser un peu plus de lui. Ils en avaient peut-être marre. Ça, j'en ai aucune idée et je peux pas vous le dire officiellement, mais la meilleure chose à faire, c'est de prouver que John Lennox, justement, que Savon Sugar, justement, a un petit peu profité de la situation, que ce soit un contre un au début, et puis ils l'ont démoli à la fin. Et c'est lui qui a remporté la victoire, mais il a fini au tapis, quoi. Et c'est la meilleure des choses à faire, c'est que il gagne le match, mais il gagne pas la bataille, quoi. Savon, il doit continuer à être construit petit à petit, et c'est à voir ensuite par la suite ce qu'ils vont faire. Mais quand même, il a pris un sacré coup de kendo, si vous regardez l'impact qu'il va prendre ensuite après une powerbomb sur les devants de la scène, très très intelligente et intéressante. Mais maintenant, c'est à voir ce qu'ils vont nous faire par la suite avec cette rivalité entre Darkseid et Sagwan Sugars. En tout cas, il y aura 0 pour Sagwan face à John Lennox. Est-ce qu'il y aura un deuxième affrontement très très certainement dans un prochain NXT ou dans le futur plus ou moins proche, mais c'est à voir comment la WWE va faire pour relancer justement Sagwan après qu'il soit fait powerbomber littéralement. Maintenant, il faut voir ce qu'ils vont faire du côté de la WWE. C'est à voir du coup comment ils vont nous démontrer tout leur potentiel, quoi. Est-ce que Sagwan va revenir au prochain NXT? Je pense pas qu'il sera là. Et il sera un petit peu diminué et en grande difficulté, mais peut-être le suivant. Non, c'est à voir comment la WWE va nous booker la suite de cette rivalité. Est-ce qu'ils vont nous la faire durer ou pas? En tout cas, John Lennox se retrouve au tapis et on a sa tête barrée du Dark State, et on a les membres du Dark State et l'arbitre qui leur dit arrêtez. Donc il essaye un petit peu de les calmer, et c'est là-dessus que le cinquième match s'est terminé sur une destruction de John Lennox alors qu'il avait remporté la bataille, et je trouve ça vraiment ballot et pas très très intelligent de la part de la WWE de faire ça, étant donné qu'ils auraient pu le mettre un peu plus en avant et faire durer le match un peu plus. J'ai trouvé assez court quand même cette rencontre, et maintenant c'est à voir comment ils vont faire par la suite, donc on va voir. Mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant que la WWE puisse faire, donc à voir par la suite maintenant ce que va faire le Dark State. Est-ce qu'ils vont retourner sur les titres NXT féminin, masculin, pardon, est-ce qu'ils vont faire autre chose? Ça, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines. Mais la meilleure chose à faire, c'est de suivre le WWE NXT dans les prochaines semaines. Enfin, bref, passons.
Le prochain match qui va pour le titre nord-américain, Micebourne contre Tavion Ice. Le plus gros point fort de ce match, c'est la mise en valeur intelligente des deux catcheurs dans une logique de main event secondaire parfaitement construite. Micebourne est doué comme un champion en progression solide. Il ne domine pas de manière écrasante, mais il confirme son statut avec une gestion très propre des moments critiques. Sa victoire ne repose pas sur un coup isolé, mais sur sa capacité à survivre à un adversaire physiquement supérieur dans certaines phases. Le détail important, c'est que Bourne est présenté comme un champion calme sous pression, capable de subir sans se casser mentalement et surtout opportuniste dans les moments décisifs. Tavian lui restera extrêmement renforcé. Malgré la défaite, c'est probablement le plus gros point positif du match. Height s'est montré comme un véritable force physique de la division. Il domine clairement plusieurs séquences power move lourds, contrôle en ringside, pression constante sur le champion et surtout il fait douter Micebourne à plusieurs reprises. Même dans la défaite, il ne paraît jamais inférieur en intensité. Un vrai match de rivalité crédible. On n'est pas dans un squash ni dans un match de transition rapide. On est dans une vraie opposition style borne technique, plus timing, plus intelligent, ice, puissance brute, pression physique. Cette opposition rend chaque phase lisible et cohérente. Finish pro et logique. Le finish sur compte de Micebourne est très important narrativement car il ne vole pas la victoire. Il capitalise sur une ouverture, ce qui renforce son image de champion intelligent. Le point neutre, ça reste le match est structuré, mais aussi assez classique dans sa construction, une narration très standard WWE. On retrouve une structure facile à anticiper, début équilibré, euh, 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 domination physique de Ice, comeback progressif de Bourne, séquence finale sur renforcement, c'est efficace mais très codifié, un rythme régulier mais sans vraie rupture. Le match ne contient pas de vrai. Le match ne contient pas de vrais pics dramatiques. Il monte progressivement sans explosion brutale au changement total de dynamique. Résultat, bon flow, bonne continuité, mais peu de surprises. Un match solide mais prévisible. Le spectateur comprend assez vite que Heights va dominer physiquement. Bond va survivre et contrer à la fin. Ce n'est pas un défaut de qualité, mais un manque de tension imprévisible. Le point négatif, c'est le principal problème du match, c'est le manque de moments de bascule émotionnelle forte, pas de near fall réellement marquant, même si le match est compétitif, il manque une séquence où le public pense que le titre peut changer de main avant le finish. Heights trop limité dans la phase finale, Davian domine physiquement, mais dans les dernières minutes, il perd un peu trop rapidement le contrôle narratif. Cela réduit légèrement la crédibilité de sa menace dans le closing stretch. Un finish un peu trop propre. La victoire de Micebourne est logique, mais assez classique. Pas de chaos, pas de twist, pas de véritable moment de choc, manque d'identité signature au moment. Le match est bon, mais il ne pose pas une séquence iconique, spot marquant, renversement fou ou moment viral qui le ferait sortir du lot dans une carte peluche complètement. Un vrai résultat très intéressant, excusez-moi les amis, c'était ça que je voulais dire. Et c'était la meilleure chose à faire. Donc Micebourne est toujours champion d'Amérique du Nord du côté de NXT Great American Bash avant-hier du coup. Et on passe donc au main event. Lola Vice contre Kendall Webb pour le NXT Women's Championship. Le plus grand point fort de ce main event, c'est la construction extrêmement cohérente du match autour d'un vrai duel de style qui n'est jamais perdu ou confus à aucun moment. Ce qui est important ici, c'est que l'ado ne se contente pas de faire un bon match féminin. Elle raconte une opposition claire et constante entre deux logiques de combat totalement différentes. D'un côté, le Lava s'impose une identité de championne basée sur le contrôle par l'impact. Son striking n'est pas utilisé au hasard. Chaque coup sert à casser le rythme, empêcher les enchaînements et forcer l'adversaire à revenir dans une zone de combat brutal. Cela donne une impression de domination structurée où elle ne cherche pas seulement à attaquer, mais à imposer une manière de lutter. De l'autre côté, Kendall Gray est construite comme une catcheuse qui ne rentre jamais dans la réaction émotionnelle, même quand elle subit, elle analyse, même quand elle recule, elle observe et surtout elle ne panique jamais. C'est ce qui rend sa performance crédible. Elle ne survit pas au hasard, elle survit par lecture du match. Le vrai point fort, c'est que ces deux approches ne s'annulent jamais, elles s'entrechoquent en permanence, ce qui donne un match lisible mais intelligent. Le spectateur comprend toujours si Lola impose son rythme ou si Kendall commence à reprendre le contrôle. Autre élément très important, la protège parfaitement la Vice dans la défaite. Elle ne perd jamais en étant moins bonne, elle perd
parce qu'elle perd le contrôle du rythme dans un moment précis et ça change tout car ça évite totalement l'effet de chute de crédibilité. Elle reste dangereuse jusqu'à la dernière seconde, ce qui maintient son statut de championne dominante même après la perte du titre. Enfin, Kendall Gray est immédiatement crédible en championne parce que sa victoire ne repose pas sur un événement extérieur ou un coup de chance, elle est construite comme une victoire logique issue de l'adaptation. Ça donne une impression de progression naturelle comme si elle avait mérité chaque seconde du match. Résultat, transition de titre propre, crédible et sans cassure narrative dans cet affrontement qui était vraiment très intéressant. Le match, le point neutre, c'est que le match repose sur une structure très classique du casual moderne, ce qui est à la fois un choix intelligent et une limite en termes de surprise. La structure est presque mathématique. Lola impose la puissance et règle, Kendall subit mais analyse. Lola domine par séquence, Kendall commence à casser le tempo bascule progressif vers le contre final. Ce type de construction est efficace parce qu'il est parfaitement le public, même quelqu'un qui ne regarde pas souvent le catch comprend ce qui se passe à chaque phase du match, mais ce rôle très lisible a un effet direct qui réduit la surprise. Les fans expérimentés peuvent anticiper assez facilement les moments clés, le moment où Lola perd légèrement le contrôle, le moment où Kendall commence son comeback, le moment où le finish arrive sur une ouverture. Ce n'est pas un défaut, c'est un choix de structure très douloureux, école moderne, où la priorité est la clarté narrative plutôt que l'imprécision. Échappe totalement aux deux catcheuses, tout est contrôlé, ce qui garantit un bon niveau de technique, mais empêche aussi l'émergence d'un moment totalement imprévisible. Résultat, match très solide, très lisible, mais volontairement encadré. Le point négatif, c'est que le principal problème du match, c'est le manque de pic émotionnel réellement imprévisible dans les moments clés. Il n'y a jamais un instant où le public pense sincèrement que le match est terminé avant le finish final. Les nearfalls existent, mais ils ne dépassent jamais le simple danger logique. Il manque ce moment où le public se lève en pensant que le titre change de main. Au limite, parce que brutal, le public comprend que Kendall va gagner et elle gagne, c'est propre mais pas surprenant. Donc le défaut principal n'est pas la qualité mais le manque de rupture émotionnelle. Le point positif, c'est le duel de style très bien construit, cohérence narrative, protection de la championne, nouvelle championne crédible immédiatement, structure classique, match très lisible, rythme contrôlé et propre, le point de manque de moments imprécis fort, absence de chaos faible, le pic émotionnel, un main event très solide et très intelligent dans sa construction avec une transition de titre propre et crédible mais qui reste légèrement en dessous d'un match historique à cause d'un manque de rupture émotionnelle forte. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et donc, c'est Kendall Gray qui est votre nouvelle championne NXT Women's. Donc, Kendall Gray qui va désormais diriger la division féminine d'NXT. On va voir maintenant par la suite un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Kendall Gray ce soir à NXT va avoir une première aspirante qui va venir tout de suite la confronter? On verra bien. Pour la note du show, je mets un bon 17/20. Ensuite, après, donc, annoncé pour le 30 août prochain, ce sera le prochain prélude de la NXT Heatwaves, qui sera également en partenariat avec la show de la AAA, sera Pro au Texas. Mais donc, NXT Heatwaves sera sans doute la première défense du titre de Kendall Gray, la nouvelle défense de titre de Miles Borne, c'est aussi en NXT, et la nouvelle de Tony D'Angelo. Enfin bref, on verra ce qui se passera. Et donc, annoncé pour NXT cette semaine, El Hijo del Vikingo, le champion d'Amérique latine de la AAA contre qui est Prosper. Donc, ça va être ce soir du côté de NXT. Il faudra être là pour assister à ce match parce que ça va être une sacrée opposition de style entre ces deux catcheurs, que ce soit Eke Prosper ou El Hijo del Vikingo. Si vous n'avez jamais vu catcher El Hijo del Vikingo, c'est l'occasion de le faire parce que ça va être une sacrée belle opposition de style entre ces deux catcheurs-là qui méritent vraiment d'être sur les devants de la scène. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans cette rencontre-là. C'est donc un nouveau match de championnat avec ses le titre de la AAA pour moyen et le titre par équipe de NXT seront remis en jeu entre Vanity Project et Dr Wagner Jr. et son frangin Galeno. Très très belle opposition de style là aussi pour les titres par équipe de NXT. Est-ce que le Vanity Project, les héroïnes comme on les appelle, vont conserver leur titre, ou est-ce que Galeno et Dr Wagner Jr. vont les remporter? On verra bien. Et on aura également, donc, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, Mason Rook contre Jackson Drake de Vanity Project. Là aussi, très très belle opposition de style, très très belle rencontre qui se profile. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye.
et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'être fier d'être fan de Cal.